Le soleil matinal projetait des ombres nettes sur le terrain de rassemblement de la base de Grémour. Sergente-chef Elena Torres réajustait son uniforme pour la 3e fois en 10 minutes. Ses doigts nerveux tiraient machinalement sur la manche droite, tentant de dissimuler le mince filet d'encre noire qui menaçait d'apparaître sous le tissu. Autour d'elle, une trentaine de soldats formaient une rangée impeccable. Bottes lustrées à la perfection, treillis sans un seul pli. Leurs visages figés dans une expression d'endurance silencieuse. Le silence fut brisé par l'apparition du commandant Grégory Halvorsen, surgissant du bâtiment administratif tel un orage prêt à éclater. À 54 ans, il avait l'allure d'un homme sculpté dans le marbre militaire. Ses cheveux d'un gris argenté, coupés si court qu'on aurait cru qu'il en anticipait déjà le prochain règlement. Sa réputation le précédait dans chaque recoin de la base. 15 années de service actif, plusieurs campagnes dans des zones classées confidentielles et une obsession maladive pour la rigueur. On disait de lui qu'il pouvait repérer un col mal plié à 50 mètres et ses inspections hebdomadaires faisaient trembler même les anciens. Le cœur d'Elena tambourinait dans sa poitrine tandis que le commandant commençait sa revue, méthodique, rigoureuse, implacable. Il s'arrêta devant le caporal Henderson, corrigea d'un geste vif la position de son insigne, puis s'avança lentement, chaque pas martelant le sol avec la précision d'un métronome militaire. « Sergente-chef Torres !» La voix était tranchante, précise, inévitable. Elena se redressa encore, malgré une posture déjà exemplaire. « Oui, mon commandant !» Il tourna autour d'elle, examinant chaque détail. Bottes impeccables, boucles de ceinture parfaitement alignées, cheveux courts et maintenus selon le protocole. Mais lorsqu'il s'approcha de sa manche droite, Elena sentit une goutte de sueur froide perler sur sa tempe. L'air était frais, mais l'angoisse était brûlante. Le regard du commandant se fixa sur le bord de la manche, où un fil noir dépassait à peine. Ses traits se figèrent, ce fut un changement infime, mais Elena le reconnut immédiatement. Le regard d'un prédateur qui vient de repérer une faiblesse. « Sergente-chef, relevez votre manche droite. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Chaque soldat dans les rangs semblait retenir son souffle. Tous connaissaient la position du commandant Halvorsen sur les tatouages visibles. Tolérance 0. Violation égale à sanction immédiate. Elena avait réussi à dissimuler le sien pendant 8 longs mois. Mais à présent, cette barrière fragile venait de se fissurer. « Mon commandant, je... » Ce n'était pas une demande, sergente-chef. Son ton ne laissait aucune place au doute. Pas de négociation, pas de clémence. Les gestes d'Elena furent automatiques. Son entraînement prenait le pas sur la panique. Lentement, centimètre après centimètre, elle releva sa manche. D'abord, ce ne fut qu'un simple tracé noir. Puis, au fur et à mesure, les détails émergèrent. Un serpent noir, finement dessiné, enroulé autour de son poignet avec une précision quasi photographique. Les écailles semblaient briller sous la lumière du matin. La tête du reptile tournée vers l'intérieur de son poignet, les crocs déployés dans un silence venimeux. Ce n'était pas un simple tatouage, c'était une œuvre d'art. Mais ce qui captait vraiment l'attention, c'étaient les subtilités cachées dans les écailles, de minuscules symboles militaires, camouflés dans le motif, invisibles à l'œil non averti. Et autour du cou du serpent, un collier de plaques militaires à peine esquissées, discernable uniquement à travers certains reflets. Le commandant Halvorsen recula d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup en pleine poitrine. Son visage blêmit brutalement. Ses mains, jusque-là fermement jointes dans son dos, se mirent à trembler. Son carnet d'inspection glissa de ses doigts, chutant lourdement sur le sol, dans un fracas qui résonna comme une détonation. Les regards se croisèrent dans les rangs, des visages figés, incrédules. Halvorsen, ce roc inébranlable, venait de vaciller. Il murmurait, presque imperceptiblement, « Non, c'est impossible ». Ses yeux étaient rivés sur le poignet d'Elena. Pas de colère, pas d'indignation, mais un mélange de choc pur, de peur viscérale et de chagrin, comme s'il venait de voir un fantôme, ou pire encore, une preuve vivante que ses pires cauchemars n'étaient pas derrière lui. Ce moment, ce tatouage, venait de tout faire basculer. Quelques heures plus tard, dans le silence feutré du bureau du commandant, l'atmosphère était suffocante. Les stores étaient fermés, la lumière tamisée. Elena se tenait droite tandis qu'Halvorsen tournait en rond comme un lion blessé. Son autorité naturelle semblait s'être évaporée. « Repos, sergente-chef, fermez la porte et verrouillez-la !» Elena s'exécuta, son esprit tournant à toute vitesse. Elle n'avait jamais vu cet homme ainsi.
Lui qui tenait sa base d'une main de fer titubait presque, ouvrant un tiroir verrouillé pour en sortir une bouteille d'alcool. Violation de toutes les règles en vigueur en plein service. « Mon commandant, vous allez bien ?» Il leva la main pour l'interrompre. Versant 2 doigts de bourbon dans une tasse en céramique, ses mains tremblaient toujours. Sa voix était rauque. « Ne dites rien, pas encore. Ce que je vais vous révéler pourrait nous envoyer en cour martiale. Ou pire. » Il se dirigea vers la fenêtre, observant les soldats s'entraîner à l'extérieur, totalement inconscient de ce qui se jouait entre ces murs. Puis, enfin, il se tourna vers elle. « Il y a 15 ans, j'ai dirigé une unité qui n'a jamais officiellement existé. Nom de code, Sentinelle Noire. 12 soldats parmi les plus redoutables que l'armée ait jamais formés. Des ombres capables de s'infiltrer n'importe où, d'accomplir ce que personne d'autre ne pouvait même envisager. Officiellement, leur dernière mission était une opération de renseignement dans une zone hostile. Officieusement, c'était un piège. Le commandant s'interrompit, puis ouvrit un dossier classé confidentiel, bourré de photos satellites, de cartes topographiques et de rapports cryptés. Elena sentit sa gorge se nouer. Il pensait s'attaquer à un repère terroriste. Mais le site était un leurre. Nous avions été manipulés. L'objectif n'était pas d'éliminer des ennemis. C'était eux qu'on voulait faire disparaître. Il étala une photo sur le bureau. 12 soldats posant devant un véhicule militaire. Camouflage, visage marqué par la poussière et la fraternité. Elena sentit un coup au cœur. 3e en partant de la gauche. Visage jeune, déterminé. Un visage qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans. Son frère, Miguel. Miguel Torres était leur opérateur radio, le meilleur et surtout le plus loyal. Elena ne dit rien. Elle sentait les fondations de ses certitudes s'effondrer. On m'a donné de faux renseignements. J'ai envoyé mes hommes à l'abattoir et j'ai passé 15 ans à me convaincre que j'avais fait mon devoir. Alvorsen désigna le tatouage d'un doigt tremblant. Ce serpent. Chaque membre de l'unité Sentinelle Noire l'a porté. C'était leur pacte, leur lien. Il la fixa droit dans les yeux. Alors expliquez-moi, sergent-chef, comment avez-vous hérité d'un symbole qui aurait dû disparaître sous les gravats d'une montagne étrangère il y a 15 ans? Elena inspira profondément. Ce moment, elle l'avait redouté toute sa vie. Mais elle était prête. Elle plongea la main dans sa poche de poitrine et en sortit une lettre, froissée, maculée, datée. Le cachet postal trahissait sa provenance, zone de conflit. Date, 3 jours après l'annonce officielle de la mort de Miguel. Parce qu'il a survécu, Alvorsen recula d'un pas. Lisez-la, dit-elle simplement. Les mains du commandant Alvorsen tremblaient lorsqu'il saisit la lettre. Le papier craquait doucement sous ses doigts, comme s'il résistait à l'idée de libérer ce qu'il contenait. Il ne s'agissait pas de simples mots, c'était une voix venue d'au-delà des cendres, une voix qu'il croyait disparue depuis 15 ans. Il lut les premières lignes à voix basse, comme si chaque mot risquait de le couper. « Elena, si tu lis cette lettre, c'est que ce qu'on t'a raconté est un mensonge. Nous ne sommes pas morts dans l'explosion. Rodriguez, Chun et moi, on a survécu, mais on s'est fait capturer. Les autres, il s'interrompit, ses yeux voilés par la douleur. Le silence s'étira. Puis d'un ton à peine audible, il reprit. Ce n'étaient pas des terroristes, Elena, pas ceux qu'on nous avait désignés. C'était une réunion d'intermédiaires, des trafiquants d'armes américains. Et ils étaient protégés par notre propre chaîne de commandement, des officiers supérieurs, des noms qu'on n'ose même pas chuchoter dans un mess. La mâchoire du commandant se crispa. Il déglutit avec difficulté. La pièce paraissait soudain trop étroite, comme si les murs se refermaient. On a découvert la vérité, trop tard. L'explosion, les drones, tout, c'était pour nous effacer. Rodriguez a succombé à la torture. Chun a tenu 2 mois. Moi, je suis le dernier, mais je ne tiendrai pas longtemps. Elena ne bougeait pas. Chaque mot de son frère l'enfonçait plus profondément dans la réalité qu'elle s'était toujours refusée à affronter. Ce n'était pas une opération qui avait mal tourné, c'était un nettoyage, une exécution déguisée. J'ai trouvé un moyen de sortir cette lettre. Un contact dans la Croix Céleste, un médecin qui ne sait rien mais qui accepte de porter le courrier. J'ai aussi dissimulé des preuves, des noms, des comptes, des enregistrements. Je ne pouvais pas tout emporter, mais j'ai laissé assez pour faire tomber tout ce réseau. Alvorsen reposa lentement la lettre sur son bureau, comme s'il avait entre les mains une relique sacrée. Il inspira profondément, puis leva les yeux vers Elena. Cette fois, ce n'était plus un supérieur face à son subordonné. C'était un homme face à une vérité trop vaste pour être niée. Où sont ses preuves? Elena sortit un petit objet de sa poche latérale. Une clé USB noire, banale en apparence, mais dans ses yeux, elle brillait comme un artefact capable d'ébranler des empires.
Il m'a dit de chercher là où seul un membre de notre famille comprendrait. J'ai mis 3 ans à comprendre, mais je l'ai trouvé, sous le vieux chêne de notre enfance, là où papa nous racontait l'histoire du trésor enterré. Là où le X marque l'endroit, le commandant la regarda fixement comme s'il réapprenait à respirer. Il s'empara de la clé avec une précaution quasi religieuse. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Tout. Transfert bancaire vers des comptes offshore, conversations enregistrées entre des officiers et des négociants d'armes, vidéos montrant des caisses d'armement US livrées à des groupes ennemis. Miguel a tout stocké. Et surtout, il a aussi prouvé que vous, mon commandant, étiez manipulé. On vous a utilisé pour envoyer Sentinelle Noire dans ce piège, parce que vous aviez une réputation impeccable. Vous ne poseriez jamais de questions, et une fois que la mission aurait échoué, votre propre culpabilité vous réduirait au silence. Halvorsen s'effondra dans son fauteuil, l'air vidé. 15 ans, murmura-t-il. 15 ans à me haïr, à croire que j'avais condamné mes hommes par incompétence, alors qu'en réalité, sa voix se brisa. Mais quelque chose changeait déjà dans son regard. Un feu ancien reprenait forme sous les cendres. Qui? Demanda-t-il enfin. Qui est derrière tout ça? Elena croisa les bras. Sa réponse était prête depuis longtemps. Le nom principal dans les fichiers de Miguel, celui qui revient dans presque chaque transaction, chaque ordre, chaque appel, c'est Jonathan Virelli. Aujourd'hui, il est secrétaire adjoint à la Défense. Et d'après le programme de la base, il vient à Greymoor dans 3 jours, pour une inspection de routine. Le silence qui suivit fut lourd, mais pas vide. Il était chargé d'une promesse, d'un compte à régler. Le commandant se redressa lentement. Son visage reprit cette expression de granit, mais avec une étincelle nouvelle dans le regard. « Que voulez-vous que je fasse, sergent-chef » Elena ne détourna pas les yeux. « Je veux qu'on termine ce que Miguel a commencé. Je veux que vous m'aidiez à faire tomber ce réseau. Et je veux que les 12 noms gravés dans ce tatouage retrouvent leur dignité. Qu'on honore enfin leur sacrifice. » Le commandant Halvorsen se leva. Il marcha jusqu'à une étagère, prit un téléphone sécurisé. Son doigt resta suspendu un instant au-dessus du clavier. Puis il appuya. 1 fois, 2 fois. D'accord, mais on ne pourra pas le faire seul. Il va nous falloir une équipe. Des gens que je connais depuis assez longtemps pour leur faire confiance. Et que personne ne pourra acheter. Durant les heures qui suivirent, l'ancien centre de commandement d'urgence de Greymoor fut discrètement réactivé. Officiellement, la salle était en maintenance. Officieusement, elle devenait le quartier général d'une opération clandestine qui allait secouer les fondations du Pentagone. Sur les murs, des cartes, des tableaux, des fils rouges, reliant des noms, des comptes, des unités. Au centre du réseau, Jonathan Virelli. Et autour de lui, un nid d'ombre. 3 nouveaux visages rejoignirent l'équipe. Des vétérans à la loyauté éprouvée. Le major Karima Delcourt, ancienne analyste du renseignement militaire, spécialiste des infiltrations institutionnelles, le capitaine Noah Drey, juriste militaire obsessionnel de l'intégrité, et l'adjudant technique Malik Jordan, expert en cybersécurité qui depuis des années repérait des incohérences dans les marchés d'armement sans jamais oser en parler. Les preuves sont solides, déclara Noah parcourant pour la 10e fois les fichiers de la clé. Il y a de quoi faire tomber Virelli, mais aussi une douzaine d'autres. Le vrai défi, ce sera de rendre ça public avant qu'il ne réagisse. Karima acquiesça. J'ai contacté d'anciens collègues dans la section anticorruption du bureau fédéral. Ils nous croiront si on leur fournit les documents en main propre. Mais on doit d'abord survivre jusqu'à là. Elena les observait tous. Cette salle, cette cause, elle n'était plus seule. Elle portait en elle la voix d'un frère, mais autour d'elle, le murmure grandissait. Il faut trouver un moyen de frapper vite. Et fort, dit-elle. Si Virelli comprend qu'on a des preuves, il nous réduira au silence avant même qu'on ait atteint la porte du bureau du procureur. C'est alors que Malik leva les yeux de son clavier, un sourire en coin, mi-fasciné, mi-terrifié. J'ai peut-être une idée. Mais elle frôle la trahison militaire, littéralement. Le silence qui suivit la déclaration de Malik était pesant, presque sacré. Dans cette pièce tapissée de secrets, où chaque dossier pouvait condamner un homme puissant, le mot « trahison » ne sonnait pas comme une hyperbole. Il sonnait comme un compte à rebours. Le commandant Halvorsen posa lentement sa tasse vide. « Expliquez, la visite de Virelli va être diffusée sur le réseau interne de Greymoor, répondit Malik, les yeux fixés sur son écran, en direct, avec un montage officiel qui sera ensuite envoyé aux familles de militaires, à la presse, à Washington. Ça doit ressembler à une opération de communication, une belle vitrine, bien propre. Sauf que, si je prends le contrôle du système de diffusion, on peut retourner sa propre vitrine contre lui. » Il se tourna vers le groupe, son sourire plus nerveux cette fois. «
On intercepte le flux, on le pirate, et à la place de son discours, on diffuse les preuves, tous les documents, les vidéos, les comptes bancaires, en direct, devant tous les écrans branchés sur la base, et bien plus loin si je réussis à contourner les pare-feux militaires. Le capitaine Dre leva les sourcils. Vous proposez de détourner une transmission militaire officielle pour diffuser des accusations de haute trahison contre un secrétaire adjoint à la défense? Vous réalisez ce que ça implique? Oui. Et j'ajoute que c'est notre seule chance, répliqua Elena. Virelli est protégé. Il ne sera jamais arrêté si tout se fait dans l'ombre. Mais s'il est exposé publiquement, s'il ne peut plus nier, si les preuves deviennent virales, alors même ses alliés devront le lâcher. Karima intervint d'un ton grave. Mes contacts au bureau fédéral peuvent avoir des agents en embuscade, mais seulement s'ils ont une certitude juridique, et surtout, si tout se déroule sous les yeux du pays entier. Halvorsen s'approcha du tableau sur lequel s'étalait la toile d'araignée. Il y jeta un regard long et pesant. Il faut que ce soit parfait. Pas un décalage, pas une seconde de retard, une seule faille, et ce sera nous qui finirons jugés pour conspiration. Il se tourna vers Malik. Combien de temps vous faut-il pour pirater le système ? 24 heures, je dois cartographier l'infrastructure, créer des portes dérobées, prévoir des redondances si on tente de me couper, et surtout, sécuriser un canal de diffusion non traçable. Le commandant hocha la tête. Alors vous avez 24 heures. Karima, vous synchronisez avec vos agents. Pas de mouvement tant que la diffusion n'a pas commencé. Noah, préparez les documents juridiques. On aura besoin d'un arsenal légal une fois que l'enfer se déchaînera. Et Elena... Il planta son regard dans le sien, et pour la première fois depuis le début, il y avait autre chose que de la douleur dans ses yeux. Il y avait du respect. « Vous êtes prête à aller jusqu'au bout ?» Elle toucha du bout des doigts son tatouage, là où le serpent noir s'enroulait toujours autour de son poignet. Le même que Miguel, le même que tous ceux qui avaient été sacrifiés. « Je suis prête, depuis 15 ans. » Les heures suivantes furent une course contre la montre. Pendant que les soldats répétaient mécaniquement leur cérémonie d'accueil, pendant que des camions logistiques arrivaient pour préparer l'événement, dans les entrailles de Grémour, une poignée de personnes traçait une ligne invisible entre justice et trahison. Karima parlait par code avec ses agents. Des phrases anodines sur des lignes sécurisées, mais derrière chaque mot se cachaient des instructions de surveillance, des placements stratégiques, des plans de repli. Noah travaillait sans relâche à constituer un dossier légal capable de résister à toute tentative d'invalidation. Malik, lui, s'était transformé en ombre numérique, naviguant dans les lignes de code comme un espion dans un champ de mines. Et Elena observait, réfléchissait, se souvenait, chaque détail du dernier regard de son frère, de ses lettres, de ses silences, de son sacrifice. Le jour J arriva, et avec lui les caméras. La base se transforma en plateau de propagande, des drapeaux à chaque angle, des banderoles, des photographes, et Virelli, en costume sur mesure, entouré de sa garde rapprochée, traversant la cour avec cette assurance d'un homme certain de son impunité. Il souriait, serrait des mains, posait avec les jeunes recrues, il était parfait. Il reste 35 minutes avant le discours, annonça Malik à voix basse, branché à un micro relié au réseau interne. Tout est en place. Si quelqu'un tente de couper le signal, j'ai 3 relais de secours. Et un canal satellite en dernier recours. Karima tapait sur son clavier. Les équipes du bureau sont prêtes, déguisées en techniciens civils. Dès que la vidéo sera en ligne, ils arrêteront Virelli et sécuriseront ses collaborateurs. Noah termina d'assembler les derniers éléments du dossier juridique. Ce que nous allons faire est sans précédent. Et potentiellement suicidaire. Halvorsen enfila sa veste de cérémonie, ses médailles brillantes, sa posture droite. Il n'y a plus de retour en arrière. Elena était déjà dehors, debout à quelques mètres de l'estrade. Virelli la repéra brièvement. Un regard de travers, presque condescendant. Il ne la reconnaissait pas. Il ne pouvait pas savoir qu'elle portait sur elle la preuve de sa propre chute. À midi pile, l'hymne joua. Virelli monta sur scène. Le silence régna. Caméras activées, annonça un officier de communication. Piratage enclenché, murmura Malik. 3, 2, yaï, l'écran géant derrière l'estrade clignota. Et la voix de Miguel s'éleva. La voix de Miguel, venue d'outre-tombe, retentit à travers les haut-parleurs de la base comme un coup de tonnerre dans un ciel parfaitement dégagé. Si vous entendez ce message, c'est que le mensonge s'effondre, que la vérité s'apprête à surgir. Sur l'écran derrière l'estrade, les images se mirent à défiler. Des vidéos tournées depuis un casque de combat. On y voyait des soldats américains déposer des caisses d'armes marquées d'un drapeau étoilé dans des entrepôts tenus par des groupes paramilitaires ennemis.
Des extraits de conversations enregistrées résonnèrent dans le silence. Voix d'hommes en uniforme discutant de montants astronomiques, d'échanges de munitions contre matières premières, d'opérations nettes, de nettoyage, et d'un nom qui revenait encore et encore, Jonathan Virelli. La foule se figea, Virelli aussi. Il se tourna lentement vers l'écran. Son sourire s'évanouit, sa mâchoire se contracta. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe. Sur l'estrade, le commandant Halvorsen fit un pas en avant, le micro entre les mains. Sa voix grave et assurée couvrit la place. « Ce que vous voyez n'est pas une fiction, ce sont des preuves rassemblées par un soldat que nous avons abandonné et que certains ont tenté de faire taire. Mais la vérité, elle trouve toujours un chemin. » Le chaos éclata presque immédiatement. Des membres de la sécurité rapprochés de Virelli tentèrent de le faire descendre de scène. Mais ils furent interceptés par plusieurs individus vêtus de combinaisons grises, sortis de nulle part. Les agents du bureau. En quelques secondes, le secrétaire adjoint à la défense se retrouva cerné. On lui lut ses droits, il tenta de protester, hurlant que tout était monté, que c'était un piège, une manipulation. Mais plus personne n'écoutait, parce que sur l'écran apparaissait à présent la lettre manuscrite. La voix de Miguel la lisait, ligne après ligne, son écriture serrée, ses mots simples, ses dernières de volonté, et son appel à sa sœur. « Elena, si tu peux lire ceci, termine ce que j'ai commencé, donne un sens à notre sacrifice. » La caméra se tourna sur elle. Elena, debout, au premier rang, droite, immobile, les larmes aux yeux, mais le regard ferme. Sur son poignet, le tatouage noir du serpent semblait briller au soleil. Dans les minutes qui suivirent, tout s'enchaîna. Les agents fédéraux procédèrent à plusieurs arrestations simultanées sur la base. D'autres visages connus, des officiers haut placés, furent escortés en silence. Les chaînes d'information, déjà connectées au live, captèrent la scène en direct. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Le nom de Virelli devint viral en moins d'une heure. Mais plus encore, celui de l'opération Sentinelle Noire. Dans une salle de presse improvisée, Karima transmettait déjà les preuves à une cellule d'enquête. Noah, lui, classait tous les documents avec un soin clinique, prêt à répondre de chaque accusation devant n'importe quel tribunal. Malik restait silencieux, fasciné de voir sa ligne de code transformer l'histoire. Et Halvorsen resta sur l'estrade, droit, figé, observant cette justice, enfin visible, jaillir du silence. Plus tard, dans le vieux bureau désormais vidé de toute tension, Elena s'assit face à lui. « Il y a encore des noms dans les fichiers, des officiers en poste, des hommes dangereux. »« Je sais, répondit-il, mais aujourd'hui nous avons ouvert une brèche, et maintenant qu'elle est là, plus personne ne pourra la refermer. » Il sortit une enveloppe de son tiroir, froissée, identique à celle qu'Elena lui avait donnée. « Je l'ai gardée. Miguel, ce garçon nous a donné bien plus que des preuves. Il nous a rappelé qui nous étions censés être. » Elena serra la lettre contre elle. Dans son regard, il n'y avait plus de peur, plus de doute, seulement une détermination née d'un long silence enfin brisé. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant » répondit Halvorsen avec un mince sourire. « On termine le travail, pour Miguel, pour tous les autres. » Quelques semaines plus tard, dans un mémorial discret installé à la lisière de la base, 12 silhouettes métalliques avaient été ajoutées au monument aux morts, une par nom, une par voix. Des plaques gravées portaient des citations du dossier de Miguel, des mots simples, mais impérissables. Et au milieu de tout cela, une silhouette féminine, en uniforme, poing levé. Le tatouage noir, visible, fier, vivant. Elena Torres, sergente-chef, sœur d'un soldat oublié, porteuse d'un héritage impossible à effacer. Elle s'avança vers la stèle principale, y déposa une médaille qu'elle ne porterait plus jamais, et souffla doucement « Tu avais raison, Miguel. Certaines vérités refusent de rester enterrées. » Puis elle se redressa, se tourna vers l'horizon et avança, vers la suite, vers la justice.